Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Salut la gang, c'est l'anti-coach. J'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, capsule technique. On va rentrer dans les détails. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, vu que c'est les premières vidéos que je fais dans mon nouveau setup, ma nouvelle salle d'enregistrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Morin. Je suis, on va dire, / Pascal Entraîneur. J'ai été connu comme ça les 15 dernières années. J'ai fait un rebranding récemment dans les dernières semaines. Je m'appelle l'anti-coach. Donc, si vous entendez parler de ça avec le petit logo en arrière, ben c'est moi. Alors, moi, je suis un entraîneur professionnel certifié de niveau 4, détenant le diplôme avancé en entraînement décerné par l'Institut national du sport du Québec, que j'ai eu en 2015. J'entraîne beaucoup des jeunes dans les programmes sport-études et puis aussi des adultes pour des planifications d'entraînement. Donc, au niveau des planifications d'entraînement, ce que j'ai pensé faire comme capsule technique aujourd'hui, c'est une capsule qui va aller un petit peu débroussailler quand un entraîneur au Québec vous approchez un entraîneur pour vous faire une planification d'entraînement. Fait que ceux que ça intéresse de savoir un petit peu la poutine qu'il y a en arrière de ça, les tenants et aboutissants, bien, je suis là pour vous donner de l'information. Fait que moi, si quelqu'un m'approche, dans le fond, cette capsule-là, ça va vous donner l'essence des questions qu'un entraîneur se pose par rapport à la personne à qui il parle, puis savoir comment on détermine les objectifs avec la personne. Alors voilà, bienvenue à cette capsule technique qui est la structure d'un plan d'entraînement. Pour aujourd'hui, cas de figure, on va prendre Suzanne, Roger et Bob. Déjà, quand une personne m'approche pour avoir une planif, la première question que je me pose, que je vais lui poser, évidemment, ça va se clarifier quand on va se parler, c'est quel genre d'objectif a cette personne-là. Donc, je vais classer ça en 3 catégories. La catégorie à Suzanne, qui est là, je m'excuse, j'écris très mal, c'est pas voulu. J'ai vraiment fait de mon mieux. Donc, Suzanne, c'est de compléter une épreuve. Okay? Donc, on a la catégorie de compléter des épreuves. Ah, Pascal, moi, je veux faire l'Ironman, mais c'est mon premier. Fait que je veux compléter l'Ironman, je veux essayer de ne pas finir ses rotules puis d'avoir du plaisir dans ma journée, mais c'est quand même un gros défi sportif pour moi, mais je veux le compléter. Ça peut être Ironman, demi-Ironman, triathlon olympique, ça peut être un 10 km de course à pied, ça peut être une cyclo-sportive en cyclisme sur route, ça peut être un raid en vélo de montagne. Okay? Après ça, on a Roger. Roger, lui, il a un background un petit peu plus sportif, un petit peu plus... lui, il a déjà complété, exemple, des Ironman. C'est un gars qui en a fait peut-être 1, 2, 3, 4. Puis là, Roger veut le finir en 11h30. C'est son objectif. Donc, il a un objectif d'exceller là-dedans par rapport à lui-même. On va dire ça comme ça. Okay? Fait qu'on pourrait dire performer ou exceller, mais par rapport à lui-même. Fait que lui, il sait qu'il l'a rentré en 12h, 12h30 à Cozumel, puis là, il s'en vient à Tremblant faire le 140.6, puis là, il veut faire 11h ou 11h30. Fait que c'est notre deuxième catégorie d'objectifs. Troisième catégorie d'objectifs avec Bob. Bien, Bob, lui, il est dans la catégorie, je ne sais pas moi, en vélo de montagne, on va dire ma catégorie maître sport ou maître expert, puis 35-44, puis il veut faire top 5. Okay? Ça peut être également triathlon, groupe d'âge, raid, groupe d'âge, ça peut être aussi en course à pied, ça n'a pas d'importance. Mais Bob, on voit qu'on a un travail supplémentaire au niveau spécifique à aller faire avec Bob qu'avec Roger, qu'avec Suzanne. Donc, déjà là, on catégorise en ces 3 catégories-là. Ça nous permet déjà
de faire un premier draft sur de quelle façon on va travailler avec la personne. Okay? Donc, ça répond à la première question, à qui je parle. À qui je parle aussi vient avec à qui je parle, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de sport? Est-ce que tu as continué de faire du sport? Est-ce que tu es en plein dedans et tu as besoin de structurer ça pour aller atteindre ton objectif? Ça m'amène à dire, bon, le rapport objectif, donc ton objectif, par rapport au niveau que tu as. OK? Donc, exemple, Suzanne a peut-être déjà complété des demi-Ironman, mais n'a jamais complété un Ironman. Mais si Suzanne me dit, j'ai complété un demi-Ironman en 2018, puis là, je veux compléter le Ironman en 2025, puis je n'ai pas fait grand-chose entre les deux, ça se peut que le discours change de Suzanne a complété 3 demi-Ironman en 2023, puis veut compléter son Ironman en 2024. Okay? Donc, là aussi, donc c'est quoi le rapport de son objectif à elle par rapport à son niveau actuel? OK? Si on prenait ça, exemple, mettons, pour Roger, bien, c'est certain que si je parle à un Roger, je m'attends quand même qu'il n'a pas arrêté pendant 4 mois dans l'année. Il n'a pas arrêté de s'entraîner pour une longue période. Il est encore dedans, il est encore chaud. On peut repartir à un certain stade puis commencer à avoir une bonne préparation physique générale, mais relativement déjà avancée, pour tomber assez dans le spécifique. On va y revenir un petit peu plus tard. Et puis Bob, qui est un performeur, lui, mais Bob, lui déjà, il performe présentement. Il a besoin d'être encadré, il a besoin d'avoir une personne qui a beaucoup d'expérience, qui va être capable d'aller répondre à ses attentes, répondre à ses besoins. Bob, normalement, c'est une personne qui est assez picky, c'est une personne qui a des demandes assez précises et ça prend un bon background d'entraîneur pour être capable d'amener Bob à un autre niveau. Okay? Il y a une réalité qu'il faut comprendre là, quand Bob vient nous rencontrer. Okay? Donc, rapport objectif-niveau, ça, c'est déterminé. Après ça, la poutine interne, en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien, Suzanne, Roger puis Bob font affaire avec un entraîneur personnalisé, comme moi, comme un autre, pour finalement personnaliser son entraînement. Hein? C'est un entraînement personnalisé. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut aller se mouler à l'individu. Fait que notre job, nous, comme entraîneurs, c'est d'être capable de faire une planification d'entraînement avec la réalité à Suzanne. Si Suzanne, exemple, elle est retraitée parce qu'elle était entrepreneur, elle a vendu son entreprise, elle a pris sa retraite à 45 ans, puis elle a autant de temps qu'elle veut pour s'entraîner, mais probablement que ça va être différent peut-être de Roger, je ne sais pas moi, qui est un entrepreneur, puis qui a encore son entreprise, qui a un horaire de semaine super chargé, qui va peut-être être différent de Bob, qui, lui, bon, je ne sais pas moi, il est avocat ou il est médecin, puis, tu sais, il y a un horaire très précise. Donc, à ce moment-là, bien, c'est ça, la poutine interne versus la réalité de la personne, c'est d'être capable de dire, bien, tu as combien d'heures, toi, pour t'entraîner dans la semaine? Selon le nombre d'heures que tu as, par rapport à ton objectif, puis par rapport à ton niveau, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est moyennement faisable ou est-ce que c'est risqué? Puis ça, il faut être en mesure, comme entraîneur, de le dire. Je vous donne un exemple concret. Si Roger veut faire son Ironman, ou prenons l'exemple de Suzanne qui a fait un demi-Ironman en 2018 puis qui veut compléter un Ironman en dedans de 12, 13, 14, 15 heures, puis que Suzanne, elle a 3 heures d'entraînement par semaine, puis qu'elle n'a pas de temps, plus que ça, puis elle ne compte pas en avoir plus, bien, malheureusement, on n'atteindra pas l'objectif. Si Suzanne réussit à faire son Ironman, va réussir à le faire, mais nous, comme entraîneurs, on a une responsabilité d'aviser la personne que ses objectifs, puis c'est à nous aussi à déterminer l'objectif avec la personne. Si on voit que ça ne fait pas de sens, bien, on va y dire, c'est de notre responsabilité, ça.
d'aller questionner finalement l'objectif, savoir si dans un topo global, ça se fait. Peut-être que Suzanne a 3 heures d'entraînement à faire qu'elle a de disponible dans son horaire, mais peut-être que dans 2 mois, sa réalité va complètement changer, puis que finalement, elle va pouvoir donner 8, 10, 12, 15 heures par semaine pour pouvoir s'entraîner. Donc, il y a beaucoup de questions quand même à poser dans son rapport objectif, niveau la poutine interne aussi, nombre d'heures d'entraînement, tu t'entraînes avec quoi, c'est quoi les périphériques, as-tu une strap cardiaque, as-tu une montre, t'es-tu sur Zwift, as-tu un setup intérieur pour le vélo comme un Wahoo Kicker ou autre? C'est toutes des bonnes questions à répondre. Après ça, bien, vient le temps où on va utiliser les logiciels d'entraînement, comme moi personnellement, j'utilise Training Peaks, que probablement la plupart de vous connaissez déjà. Le Training Peaks, qui est un logiciel qui est très convivial pour les utilisateurs qui ne coûte rien. Nous, comme entraîneurs, on a une licence d'entraîneur. Donc, nous, de notre côté, comme entraîneur, on a accès à une panoplie de courbes, de données, de profils records, de fatigue, etc. Et peut-être dans une autre capsule technique, on rentrera peut-être plus dans le détail de Training Peaks. Je pense que ça serait quand même intéressant d'aller dans le détail pour les mordus de chiffres et de courbes qui aiment ça, faire de l'analyse. On pourra rentrer dans le détail éventuellement. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on a un profil relativement complet pour Suzanne, Roger puis Bob. OK? Au niveau du testing, parce que là, Suzanne, c'est beau, là, elle a dit qu'elle court tant de kilomètres par semaine, que Roger fait du vélo tant par semaine, puis qu'il pousse tant de watts, puis que ci, puis que ça. Mais c'est quoi qui nous intéresse, là, nous, avec Suzanne, Roger puis Bob? Ça va être complètement différent. Ça va être complètement différent. Donc, si on part par peut-être le plus complexe, c'est sûr que Bob, là, lui, là, il va aller chercher des légères différences qui vont justement faire la différence dans sa performance. À ce moment-là, c'est sûr que Bob, il faut sortir un profil complet. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Il y a d'autres capsules que je parlais, tu sais, du fameux testing avec les tests de lactatémie, les tests de VO2 avec le masque. Tu sais, il y a des entraîneurs qui prescrivent ça. Je veux dire, c'est sans fin, là, finalement, le testing. C'est vraiment pas pour tout le monde. Je ne reprendrai pas la capsule que j'ai déjà faite, mais il reste que je pense qu'une erreur qu'on fait beaucoup, les entraîneurs, c'est de travailler un petit peu comme les logiciels travaillent. Donc, si on prend Zwift en vélo, qui est un logiciel d'entraînement pour ceux qui ne connaissent pas, la problématique avec Zwift, c'est que Zwift travaille qu'avec le FTP. Fait que le FTP, c'est quoi? Encore là, pour ceux qui s'y connaissent moins, le Functional Threshold Power. C'est comme si c'est une donnée qu'on a en wattage, par exemple 300 watts, qui représente qu'est-ce qu'on est capable finalement de sortir sur, exemple, 1 heure, okay, sur 60 minutes. Donc, il y a un test qu'on est capable de faire, un test incrémenté. On part à 100 watts, on augmente de 20 watts à toutes les 1 minute jusqu'à explosion. Puis là, Zwift va faire un calcul mathématique qui est relativement simple, qui est de finalement multiplier le dernier palier réussi par 0,75, qui va te donner approximativement ce que tu es capable de pousser sur 1 heure. Okay? Et là, on va prendre cette donnée-là et va l'ajouter dans le logiciel. Donc, exemple, si j'ai pas fait le calcul, mais si j'ai fait mon dernier palier réussi à 380, il va faire le calcul si 75 de 380, c'est 300. Bien, je vais avoir un FTP estimé de 1 heure à 300 watts sur Zwift. Bon. Partant de là, il y en a qui travaillent avec le FTP, qui est 1 heure, ou 20 minutes. Il y en a aussi qui travaillent avec la PMA, la puissance aérobie maximale. La puissance aérobie maximale, c'est un autre outil de mesure. On travaillait beaucoup avec ça dans le passé. On a travaillé longtemps avec la PMA. La PMA, c'est quoi, contrairement aux 1 heure, aux 20 minutes là, du Functional Threshold Power?
Donc, la PMA, ce serait une capacité de maintenir un certain wattage pendant environ, on va dire, 3 à 5 minutes. Mettons, prenons 4 minutes ou 5 minutes. OK? Donc, mon même individu qui fait le palier à 380 watts a probablement la capacité de maintenir 380 watts pendant 3 à 5 minutes, ce qu'on déterminerait qui serait la puissance maximale aérobie. OK? La problématique avec les gens qui travaillent avec la PMA ou les gens qui travaillent avec le FTP, c'est que c'est un paramètre, OK? On va dire, de la physiologie de la personne de façon globale, OK? Par contre, si la personne a des attributs physiologiques, exemple concret, on a un puncher, on a quelqu'un qui est bon qui a une fibre, là, finalement, plus rapide, puis qui a la capacité à sprinter plus qu'une autre personne. Bien, cet individu-là, quand on va y prescrire des entraînements, on va dire en mode lactique, fait qu'exemple des 30 secondes, bien, si on se fie sur son 1 heure pour y prescrire des entraînements de 30 secondes, il y a un très, très, très gros risque que cette donnée-là ne soit pas efficace, soit pas bonne. Donc, puis au contraire, si la personne, elle n'est pas du tout, n'a pas du tout de capacité anaérobique et vraiment moins bonne finalement dans la très haute intensité, bien à ce moment-là, peut-être qu'il ne sera juste pas capable de compléter finalement les 30 secondes qu'on va y donner si on s'est fié au FTP. OK? Est-ce qu'on va parler de toute cette technique-là? Là, j'espère que je n'ai pas perdu personne. Probablement que oui, puis ça serait tout à fait normal dans ce que je viens de vous raconter. Mais toute cette donnée-là technique, est-ce que je vais sortir un topo complet de la physiologie de Suzanne? Probablement pas. Pourquoi? Parce que Suzanne, là, on y fera probablement jamais faire du sprint de 15 secondes pour qu'elle puisse aller améliorer ce paramètre-là. Parce que Suzanne, elle veut aller faire du demi-Ironman, elle veut aller faire du Ironman, puis son objectif, c'est d'aller compléter. Donc, on va aller chercher avec Suzanne, là, ce qu'on vise, c'est une préparation physique générale, OK? PPG, on va l'appeler ici. Quand vous voyez ça, PPG, préparation physique générale. Et on va aller chercher une progression dans l'entraînement pour éviter les blessures, exemple en course à pied, OK? Pour arriver éventuellement, si Suzanne veut faire un Ironman, il faut qu'elle court 42. On va aller jusqu'à 30-32 km dans son entraînement, quelques semaines avant son épreuve. Fait qu'on va s'assurer qu'elle est capable de canner 180 km de vélo, puis un 42 km de course à pied. Donc, on va y aller progressif en natation, progressif en vélo, progressif en course à pied, pour arriver à ce que Suzanne là, soit capable de sortir un 12, 13, 14 heures de sport dans une journée, puis qu'elle puisse passer à travers de sa journée, puis compléter son Ironman. Ça, c'est l'objectif numéro 1 avec Suzanne. Roger, lui, il en a déjà complété, mais il a un objectif de temps. Fait que peut-être que Roger, là, on peut peut-être sortir 2 paramètres sur 4 physiologiques. OK? Les 4 paramètres physiologiques. On va parler d'endurance aérobie, on va parler de PMA, endurance aérobie, qu'on peut dire FTP, la PMA, communément appelée la PAM, puissance maximale aérobie. Le troisième, on tombe dans l'anaérobie. Donc, troisième critère physiologique, c'est le niveau lactique, OK? Qui est un 30 secondes finalement on va dire à 1 minute et demie. Et puis après ça, bien, le sprint pur. Donc, pour sprint pur de 10-15 secondes. Est-ce que pour Roger, pour aller exceller dans son Ironman, pour aller chercher 1 heure de moins, une demi-heure de moins que qu'est-ce qu'il a déjà fait, on va nécessairement aller travailler dans le lactique puis dans le sprint? La réponse, c'est totalement non. On n'a pas besoin d'avoir un profil complet non plus pour Roger, même si Roger veut aller exceller. On va peut-être aller travailler dans certains mésocycles que je vais expliquer un peu plus tard. On va aller travailler un peu plus spécifique que Suzanne dans certains paramètres, comme le Functional Threshold Power, le 1 heure.
mais on n'ira pas sur un profil complet. Par contre, Bob, bien là, Bob, lui, je veux savoir, il sprint combien sur 15 secondes. Je veux savoir, il va être capable de faire combien sur sa meilleure minute. Je veux avoir son 4 minutes, sa PMA. Puis je veux avoir aussi son profil sur le Functional Threshold Power. Fait que ce que je veux voir, moi, quand je vais tester Bob, je vais voir ce que je veux aller déterminer, c'est un profil record. OK? Donc, ce qu'on appelle profil record. C'est quoi un profil record? C'est simple. C'est qu'on part de, on va dire, mettons que notre plus bas paramètre, ça serait le pic sur 2 secondes. OK? Fait que c'est un sprint, un coup de pédale sur 2 secondes. Puis après ça, on va aller à 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 4 minutes. On va dire 4 minutes, on va dire 12 minutes, 20 minutes, puis 1 heure. OK? Fait que 2 secondes, on va dire, mettons, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, on va dire 4 minutes, on va dire 20 minutes, on va dire 60 minutes. C'est juste un exemple, là. Puis ça, de toute façon, avec les logiciels qu'on a, les entraîneurs, là, on est capable. OK? Attention! L'erreur qu'on fait trop souvent, c'est qu'il y a des, mettons, gens comme Roger qui aiment ça exceller puis qui aiment les chiffres. OK? Il aime ça les chiffres, il aime ça voir ça. Aïe, Pascal, j'ai été voir mon profil record sur Training Peaks, puis mon meilleur 1 heure, là, c'est 200 watts. Hey, c'est vraiment bon, hein, ça, 200 watts. Oui, mais est-ce que, Roger, est-ce que tu l'as déjà testé, ton 60 minutes, pour dire que ton meilleur 60 minutes, c'est 200 watts? Ben non, je n'ai jamais testé ça. Bien, comment tu fais pour savoir que 200 watts, c'est ta meilleure performance sur 1 heure? Tu ne peux pas le savoir. Tant que tu n'as pas testé le profil record sur tous les paramètres, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas présumer que c'est la meilleure performance. Un autre aspect intéressant, si on prend exactement le même profil record, mais qu'au lieu d'être en wattage, on est en battements par minute au niveau cardiaque. OK? Quand on détermine des zones d'entraînement cardiaque, exemple zone 1, zone 2, zone 3, parce qu'on veut prescrire des entraînements en zone cardiaque, bien, il est faux de dire qu'on peut aller chercher sur Training Peaks ou sur Strava ou sur Garmin un profil record en disant « Ah, bien, il me dit que mon meilleur 20 minutes cardiaque, c'est 160 BPM, Pascal. » Fait que ça veut dire que ça serait, mettons, ma zone 4. C'est faux. Ça va être vrai si on a déterminé c'était quoi ta fréquence cardiaque maximale. C'est quoi ça, Pascal, la fréquence cardiaque maximale? C'est simple. Si tu veux tester ta fréquence cardiaque maximale, tu fais un test à l'effort, un test incrémenté. Comme je parlais un petit peu plus tôt, exemple, le test incrémenté FTP test sur Zwift, épreuve d'intensité. Puis quand on arrive à la fin, puis qu'on est en train de casser, on est en train de péter dans le test, eh bien, à ce moment-là, on change nos gears, puis on donne tout ce qu'on a pendant 1 minute, puis on essaie de faire monter la fréquence cardiaque. Si on voit 190, on veut voir 191. Si on voit 191, on veut voir 192, et etc., ainsi de suite, pour avoir la fréquence maximale qu'on voit à l'écran. OK? C'est la seule façon de tester la fréquence cardiaque puis d'établir des bonnes zones d'entraînement. OK? À moins que la personne ait récemment fait une performance dans le sport qui mérite, on va dire entre parenthèses, qui est digne de dire qu'on peut se fier à ce paramètre-là parce qu'il s'est vraiment rendu au bout de lui-même, puis quand il a terminé, il s'est jeté en bas du tapis roulant ou il s'est jeté en bas de son vélo, puis
je veux dire, il saignait des oreilles. Là, à ce moment-là, on va pouvoir aller dans le profil record puis déterminer la fréquence cardiaque maximale. Fait que, est-ce que c'est dégueulasse d'aller faire la fréquence cardiaque maximale? Tout à fait. C'est dégueulasse. Mais des fois, c'est intéressant d'avoir cette donnée-là. OK? On ne fait pas faire ça à tout le monde. On va-tu faire ça à Suzanne? Pense pas. On va-tu faire ça à Bob? Oui. On va-tu faire ça à Roger? Un test à l'effort? Peut-être, à ce moment-là. OK? Puis peut-être qu'on le ferait faire à Suzanne, mais tu sais, avant de commencer à aller faire du testing, on peut regarder un petit peu les antécédents sportifs, on peut aller dans son profil record, on peut essayer de déterminer, d'estimer un peu la fréquence cardiaque maximale. Puis l'autre affaire, c'est la condition physique de ces gens-là, ce qui permet de faire un test maximal aussi. Information très, très, très importante à vérifier avant de s'engager dans un test comme ça. Donc, c'est ça au niveau du profil record. Alors, en ayant une image finalement du profil record, qu'est-ce que ça fait ça? Puis là, je vais encadrer Bob the Performer. Après Bob the Builder, c'est Bob the Performer. Ça va me servir à quoi ça? Moi, d'avoir un profil. Le profil de Bob. Bien, c'est simple. Je vais juste me faire de la place un peu. Ce que je veux voir, je veux établir une relation. OK? Je veux établir une relation entre ces paramètres. Si un exemple concret, admettons que Bob a une PMA à 400 watts, puis qu'on détermine que la meilleure heure, donc le FTP à Bob, est à 200 watts. C'est exagéré hein, comme paramètre, là. J'espère que ce n'est pas vrai. Bien, moi, comme entraîneur, là, puis là, c'est là qu'on fait la différence entre des entraîneurs moyens puis des entraîneurs qui sont sur la coche. OK? C'est de savoir, OK, mais pèse combien, Bob? Ah, il pèse 80 kilos. Excellent. On va ramener ça. On va ramener ça, les watts par kilo. Combien de watts que tu pousses par kilogramme corporel? On va ramener ça à un chiffre. Puis, on va se dire, OK, mais là, Bob, là, dans sa catégorie d'âge, là, normalement, là, si on veut l'envoyer à la guerre, il devrait avoir entre tant et tant sur son 4 minutes, puis il devrait avoir tant et tant sur son FTP. OK? Puis ça, c'est de l'information qui se retrouve nulle part. C'est de l'information que, quand ça fait 15 ans que tu entraînes du monde, que tu cumules avec le temps des bases de données, puis là, tu te réfères à tes bases de données, puis là, à un moment donné, oups, tu en as un qui a gagné dans telle catégorie d'âge, il y avait combien de watts au kilo, versus un autre qui est arrivé 10e, il y avait combien de watts au kilo, puis là, à un moment donné, tu fais une moyenne, puis tu dis, bien, écoute, Bob, ta PMA, là, est vraiment bonne. Bravo. Ça, là, c'est un chiffre, là, tu es hyper compétitif, tu peux aller à la guerre avec ta PMA, aucun problème. Par contre, ton FTP devrait se retrouver entre ça et ça, puis là, tu te retrouves à 200 watts. Fait que, je vais donner un exemple. Admettons qu'on a déterminé que ça devait être entre 250 puis 280 watts sur une heure, OK? Puis que lui a 200, tu fais, il y a un problème avec ton FTP, pour les raisons que je viens de mentionner. Fait que quand je vais partir dans ma préparation, là, qu'on va voir un petit peu plus loin, là, quand on va déterminer les mésocycles d'entraînement, est-ce que je vais aller mettre l'accent là-dessus? Bien non, je ne vais pas aller mettre l'accent là-dessus. Je vais aller mettre l'accent là-dessus. Absolument. Là, je n'ai pas parlé de l'anaérobie, hein, les sprints, etc., mais c'est juste pour faire une petite comparaison, dire, OK, je m'enligne sur quoi? C'est quoi mon topo? Puis là, est-ce que j'ai des grosses lacunes à aller combler? J'ai-tu un gros écart à aller rechercher? Si la réponse est oui, on sait d'emblée sur quoi mettre l'accent. OK? Puis après ça, si on part sur un entraînement qui est axé sur cette qualité physiologique-là, bien, puis qu'on stagne, bien là, il y a d'autres moyens de s'en sortir que
on ne parlera pas aujourd'hui parce que là, on tomberait dans le très, très technique. Éventuellement, je pourrais refaire une autre capsule là-dessus, comme comment faire débloquer des paliers d'entraînement, comment faire débloquer des filières énergétiques. OK? Donc, c'est à ça que ça sert d'avoir un topo global. OK? On va garder cet exemple-là. Pour les autres, on va enlever Suzanne, puis on va enlever Roger, puis on va juste garder Bob. Parce que là, on le sait, là, à cette heure-là, que Bob, là, il a un méchant problème avec son FTP. OK? Il faut aller combler ça. Fait que là, j'ai parlé à Bob, on a déterminé nos objectifs, j'ai déterminé un nombre d'heures d'entraînement, les journées qu'il est capable de s'entraîner, qu'il n'est pas capable de s'entraîner, et là, le jour J. Bon, bien, on s'entraîne pour le mois d'août. Ah non, c'est vrai, Bob, c'est celui qui performe. Il s'en va faire une Coupe du Québec en vélo de montagne. Puis lui, exemple, il veut aller performer au mois de juillet au championnat québécois de vélo de montagne. Cette année, c'est à Sherbrooke. OK? Fait que son objectif, c'est Sherbrooke. Là, on parle de Bob, mais Bob, c'est particulier, là. Parce que Bob, c'est un performeur. OK? Puis Bob, lui, là, bien, il y a 12 courses dans l'année. Il n'y en a pas juste un. Ce n'est pas un Ironman qui dure 12 heures. C'est des courses qui vont durer 1h15. Fait que lui, là, à toutes les fins de semaine pendant l'été, il est parti avec sa roulotte, puis il fait des compétitions, puis il s'en va faire les championnats québécois à Sherbrooke. OK? Sherbrooke qui est au mois de juillet. Ça, là, tout part de là. Tout part de là. Erreur que les entraîneurs font, ils vont dire, bon, bien, on tombe ici, là. Ça, c'est mon timeline, OK? Ça, c'est mon jour où je commence à m'entraîner. Puis ça, c'est le jour où je vais tomber dans ma transition. Ma transition, c'est quoi? C'est ma fin de saison, OK? Et puis là, première compétition de l'année, qui est ici. Et là, Bob, lui, il va dire à l'entraîneur, il va me dire, mais non, Pascal, moi, là, j'ai Mont-Tremblant ici, là, qui est tôt en saison, là. Moi, c'est là que ça commence mes courses, fait que je veux performer. OK, Bob, mais tu veux performer à Mont-Tremblant? Ouais. Puis la prochaine, qui est à Baie-Saint-Paul, je veux performer aussi. Puis après ça, ton Sherbrooke, je veux performer aussi. Puis après ça, les mercredis Terrebonne, je veux performer aussi. Mais Bob, ça se peut pas. Tu peux pas. On peut pas une planification d'entraînement. Ce qu'on appelle, c'est peut-être pas nécessairement pour un an, mais c'est une planification annuelle d'entraînement. C'est comme ça qu'on travaille avec les gens. Que ce soit des athlètes comme Bob ou que ce soit des gens qui veulent compléter des distances, on fait une planification d'entraînement, OK, annuelle. Bon. Fait que, et c'est important de comprendre que, écoute, c'est la même affaire pour les gens qui sont en Coupe du monde ou qui sont dans un processus olympique. Ils ont un pic de performance dans l'année, 2 pics de performance dans l'année qui sont relativement collés, mais ils n'en ont pas 12 pics de performance dans l'année. Pourquoi? Vous allez comprendre. C'est facile à comprendre. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. OK? Fait que, on va effacer ça ici. Mon jour J. OK? Mon A. Fait que ça ici, là, c'est Sherbrooke. C'est mon objectif A. Tu as des objectifs A, tu as des objectifs secondaires qui sont B. Comme exemple ici, lui, c'est A, championnat québécois. B, les Coupes Québec. Puis C, les mercredis de Terrebonne, qui est une course régionale de vélo de montagne. OK? On part du A, puis on détermine un nombre de semaines jusqu'à cette épreuve-là. C'est pas vrai, mais on a déterminé qu'on a 40 semaines d'entraînement. OK? Bien là, comme entraîneur, là, c'est là la préparation, finalement, de notre planification d'entraînement, c'est là que ça se passe. Avec les 40 semaines, on se fait ce qu'on appelle des mésocycles. Un mésocycle, c'est une série de microcycles. Microcycle, c'est une semaine. Fait qu'on détermine un nombre. Un mésocycle, c'est un nombre de semaines qu'on a prédéterminé à l'avance. Mais on peut avoir un mésocycle de 2 semaines, de 3 semaines, comme on peut avoir un mésocycle de 8 semaines. C'est l'entraîneur qui le détermine. Fait que là, moi, pour l'exemple, on a 40 semaines. Bien, 40 semaines, 8 x 5, 40, fait qu'on peut faire 8 mésocycles de 5 semaines. OK?
Fait que mésocycle de 5 semaines, on a 8 mésocycles on a 5 excusez-moi. On va faire 5 mésocycles, ça va être plus ça, 5 mésocycles de 8 semaines, OK? C'est assez rare qu'on fait des mésocycles de 8 semaines, là. Normalement, c'est entre 4 et 6, là, grosso modo, mais ce n'est pas grave, c'est pour l'exemple. 5 mésocycles de 8 semaines, OK? Donc, on part de notre jour 1, qui est la semaine prochaine. Bob, lundi, là, demain, là, on est dimanche. Demain, il commence sa semaine d'entraînement avec Pascal. Et puis, il commence dans le mésocycle numéro 1. OK? Et là, ces mésocycles-là, il faut leur donner un nom. Hein? De façon logique, quand un athlète, quand une personne commence à s'entraîner avec toi, tu as un certain nombre de semaines qu'on appelle préparation physique générale. OK? Fait que c'est sûr que le premier mésocycle, c'est préparation physique générale. OK? Surtout quand on a 40 semaines. Le dernier mésocycle, là, finalement, j'en ai mis un 6e qui s'appelle la transition parce qu'on est à la fin de saison. Là, on est arrivé ici, là. OK? Fait que tout ce qui est là, ça s'appelle la transition, repos annuel, whatever, machin truc. Fait que on a la transition. OK? Mon dernier mésocycle, finalement, bien, c'est mon mésocycle de compétition. Fait que, on va dire que mon mésocycle de compétition, c'est ça ici. OK? On peut avoir un mésocycle de compétition, 2 mésocycles de compétition qu'on aura prédéterminés à l'avance. Fait qu'on a compétition. Qu'est-ce qui vient avant les compétitions? Pré-compétition. OK? Fait que tout ce qui vient ici, c'est le mésocycle de pré-compétition. Qu'est-ce qui vient avant le pré-compétition? C'est des mésocycles de travail spécifiques. On va être vraiment spécifique, exemple, avec Bob, sur ce qu'on disait tantôt, sur notre FTP. OK? Puis là, ici, j'ai marqué spécifique 1, spécifique 2. Fait que j'ai décidé, moi, de travailler 2 mésocycles de 8 semaines, OK, sur du spécifique. Est-ce que mon mésocycle 1 de spécifique, que je vais travailler mon FTP, ça veut dire nécessairement que mon spécifique 2 va être aussi le FTP? Peut-être. Avec l'exemple que je vous ai donné tantôt de Bob, probablement qu'on mettrait 2 mésocycles de FTP. Mais quand j'en ai fait un mésocycle, là, on fait un test au début. Ah, OK, tu as 200 watts. On refait un test après notre 8 semaines. Tu as gagné 100 watts. C'est un exemple. Mais tu as gagné 100 watts, c'est extraordinaire. Donc, à la vue de ce que tu viens de faire, tu viens de gagner 100 watts, est-ce que ton entraîneur va déterminer que tu as encore besoin de travailler le FTP ou tu décides d'aller travailler un mésocycle spécifique puis de revenir, exemple, sur la PMA ou de revenir, tu dis, « Hey, on a vraiment, vraiment gagné. Écoute, on a gagné 150 watts de FTP. Je pense que c'est assez. On devrait peut-être se concentrer sur le seuil lactique. » Pas le seuil lactique, mais on va l'appeler, on va juste l'appeler le lactique, OK? Pour les besoins de la cause. Parce que ça, là, Bob, là, je pense que ça peut vraiment t'aider pour les départs de course en compétition. Fait qu'on va aller travailler un mésocycle de lactique. Donc, on est spécifique lactique, OK? Puis avant ça, bien entendu, les semaines précédant ça, préparation physique générale, on monte dans le volume, on se met en condition, on fait beaucoup de zone 2, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, on développe la zone 2, on se met en condition pour être capable de se donner une base solide pour bâtir nos intervalles, nos intensités de qualité, OK? Pour que nos intensités puissent coller. Si, admettons que je travaille un 8 semaines de FTP, ici, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour mon athlète? Ça veut dire que pendant les 8 semaines, là, je vais minimalement avoir 2 séances axées sur le FTP dans ma semaine d'entraînement. Et ce, pendant 6 à 8 semaines. Pour avoir des gains significatifs sur une filière énergétique, comme le FTP, il faut minimalement travailler ça 2 fois par semaine. Donc, on a 2, puis c'est des gros entraînements. C'est des entraînements qui sont vraiment tough, des entraînements de FTP. Puis là, j'en ai 2 dans ma semaine. Je ne peux pas tant en mettre une 3e. OK? Fait que il
faut aussi aller chercher du volume, il faut peut-être faire de la musculation, il faut faire le restant de notre semaine aussi. Il faut faire notre zone 2, il faut faire un gros volume, un petit volume, etc. Donc, ça vient de dessiner pas mal ma semaine. Je ne peux pas rien rajouter d'autre, là. OK? Donc, quand j'ai fini, là, mon 8 semaines de FTP, là, puis que j'ai gagné 150 watts, bravo! Gagné 150 watts, champion du monde. Extraordinaire. Il ne faut pas que je le perde, ce 150 watts-là. Là. Mais là, ça veut dire que pour le maintenir, ce 150 watts-là, ça veut dire que dans tout le reste ici, là, jusqu'à mon début de saison, jusqu'à ma saison de compétition, il va falloir que je maintienne le FTP que j'ai travaillé. Pourquoi? Parce que 3 semaines après que tu ne le travailles plus, finalement, tu commences à reperdre du FTP. Oui, mais Pascal, si tu as décidé dans ton spécifique 2 de travailler de la PMA, là, bien, tu fais des intervalles pareils. Oui, je fais des intervalles de PMA, mais je ne fais pas d'intervalles d'FTP. Donc, je vais commencer à travailler ça. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va baisser. Bien là, c'est contre-productif. Fait que ce qu'il faut que je fasse, c'est que à partir du moment où tu as travaillé une filière énergétique, il faut que tu refasses une séance de maintien de cette qualité-là par cycle de 7 à 10 jours. Donc, on va exprimer ça à une fois par semaine. Jusqu'à mes compétitions, il va falloir que je fasse une séance d'FTP. En plus, là, on a déterminé qu'il faut travailler la PMA. Fait que je l'ai dit tantôt, pour travailler une filière énergétique puis avoir un gain significatif, il va falloir que je travaille ma PMA 2 fois par semaine, plus ma séance d'FTP. Là, on est rendu à 3 entraînements de qualité par semaine. Est-ce qu'on a de la place pour d'autres choses? Tabarnouche, on a 3 entraînements de qualité à faire dans notre semaine. Il n'y a pas de place pour d'autres choses, là. Là, on rentre dans gestion de la fatigue, on rentre... Puis là, tout ce beau discours-là, c'est tout vrai pour Bob, hein? Mais c'est pas vrai pour Suzanne, puis c'est pas vrai pour... je ne me rappelle plus comment je l'avais appelé, pour Bernard. Là, on est quand même rentré dans le très spécifique avec Bob. Donc, on fait un maintien d'FTP puis de PAM. Oui, mais Pascal, ça n'a pas d'allure, 3 entraînements d'intensité comme ça par semaine. C'est dur, là, ces séances-là. C'est quoi les moyens que tu as comme entraîneur, tu sais, de réduire ça un peu? Bien, réduire ça un peu, ça serait de combiner un entraînement, exemple, de PMA et de FTP, dans le même entraînement. Ça ferait ton maintien de FTP, puis ça travaillerait peut-être un petit peu moins ta PMA, mais ça la travaillerait quand même. Donc, exemple, si on avait cette question-là à se poser, bien, moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais par, exemple, je ne sais pas moi, 3 fois 5 minutes en maintien de FTP, puis après ça, j'enchaînerais avec des intervalles de PMA. Donc, comme je dis, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, on va faire notre maintien, fait que ça c'est beau, job done, mais la PMA, normalement, ça devrait être une grosse séance aussi, fait qu'on la coupe un petit peu. Alors, on comprend très vite hein, que, tu sais, si je reviens à un fait que je disais tantôt, pour avoir un gain significatif dans une filière énergétique, il faut travailler ça 2 fois par semaine à raison de 6 à 8 semaines consécutives pour voir un gain significatif. Donc, si je prends ma période spécifique, hein, c'est 2 périodes. Donc, 2 périodes ici, dans ce cas-là, 2 périodes de 8 semaines. Fait que ça fait 16 semaines de travail spécifique. Mais on a travaillé finalement 2 mésocycles. On a travaillé un mésocycle de FTP, puis on a travaillé un mésocycle de PMA. Alors, on comprend assez vite que dans une année, puis là, on a le temps, là, on a 40 semaines. Mais tu sais, c'est pas vrai que je peux travailler ça en préparation physique générale. C'est pas vrai que pré-compétition, je peux charger ça. Parce que pré-compétition, il faut aller chercher du volume d'entraînement aussi. Il faut aller chercher des heures de selle. Il faut aller, en pré-compétition, aller faire de la simulation de course, ces choses-là. Donc, oui, on va faire comme un rappel FTP dans la simulation de course, mais c'est pas vrai que je vais être très spécifique PMA. Donc, on a vraiment 2 fois 8 semaines qu'on peut être très spécifique. Puis, on a 40 semaines. Fait que si, exemple, Bob m'est arrivé,
puis qu'au lieu d'avoir 40 semaines, j'avais eu 30 semaines. Bien là, ouf, là, il faut tout refaire nos mésocycles en conséquence pour être capable de livrer la marchandise, mais avec 10 semaines de moins. Donc, vous comprenez que dans une année, là, on ne peut pas travailler le lactique, on ne peut pas travailler le sprint, puis le FTP, puis la PAM, puis plusieurs mésocycles de toutes en même temps. C'est impossible parce que time frame, ça ne rentre pas. OK? Alors, là, je suis parti dans le très spécifique pour Bob, mais c'est vraiment mon objectif aussi aujourd'hui dans la capsule, c'était un petit peu de vous faire voir la complexité qu'un athlète peut amener, puis le thinking en arrière d'un plan d'entraînement que Bob va recevoir sur Training Peaks, qui va avoir l'air probablement bien simple, puis fait comme « Ah, ouais, OK, je vais faire ça », puis mais tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous voulez savoir si votre entraîneur est un entraîneur de qualité, demandez-lui sa planification annuelle. Parce que moi, quand je vais avoir un athlète, je vais avoir, même si c'est Suzanne, des gens qui font, sportivement, qui font des événements, on va les appeler les athlètes d'emblée, là, OK? Mais que ce soit Suzanne, que ce soit Bernard ou que ce soit Bob, il y a une planification annuelle qui est faite avec une détermination des cycles d'entraînement. Et puis, ces cycles d'entraînement-là, ils sont nommés par l'entraîneur. Donc, si vous demandez ça à votre entraîneur, puis qu'il n'est pas capable de vous fournir votre planification annuelle, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que votre entraîneur fait ça, puis qu'il vous fait un plan d'entraînement au gré du vent, puis au fur et à mesure que les semaines passent. OK? C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une personnalisation, nous. Hein? Vous faites affaire avec un entraîneur pour personnaliser vos mésocycles d'entraînement selon vos paramètres à vous autres, selon votre réalité. Fait que, c'est quoi pour un entraîneur de s'asseoir, de prendre 1 heure ou 20 minutes ou une demi-heure, peu importe le temps qu'il prend, pour déterminer c'est quoi les mésocycles d'entraînement. Intéressant aussi d'avoir la planification annuelle. Moi, souvent, je le fais directement sur Training Peaks, là, le ATP que vous voyez en haut, c'est Annual Training Plan. Donc, ça, je ne le fais pas nécessairement pour tous les athlètes que j'ai, le Annual Training Plan de cette façon-là. Je vais surtout l'utiliser, dans tous les cas, je fais une planification annuelle, mais je vais surtout l'utiliser chez un candidat comme Bob, où est-ce qu'il faut qu'on soit très spécifique. Bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai déjà, finalement, pour la personne que j'entraîne, s'il a, exemple, le Training Peaks Premium, que tu peux avoir, je pense que ça coûte 9 $ par mois, Bob, il peut voir la même chose que moi, du côté entraîneur, je vois dans Training Peaks. Fait qu'il peut aller voir son Annual Training Plan, puis il va pouvoir voir, semaine après semaine, ça va être quoi sa charge d'entraînement. Hein? Parce qu'il y a une modulation aussi de la charge d'entraînement, qui est faite en escalier. Moi, j'aime bien travailler de cette façon-là. Fait qu'on va avoir, exemple, un peu comme ça. Fait que, je vais vous donner un exemple. Dans le mésocycle, il va y avoir la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, puis la semaine 4. La semaine 4 qu'on va appeler, mettons, une régressive. OK? Qui va avoir une semaine un petit peu plus de récup. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il va faire des intervalles pareils, mais la semaine va être un petit peu plus légère pour se permettre de récupérer. L'autre aspect, l'autre point très important qui vient dans la personnalisation de notre entraînement avec l'athlète qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'entraînabilité. OK? C'est quoi ça, l'entraînabilité? Bob, là, est-ce qu'il est capable d'aller chercher beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup de qualité, et il ne sera pas fatigué? Il va être peu fatigué, moyennement fatigué, ou il va être très fatigué avec les charges d'entraînement qu'on lui donne? C'est avec l'expérience. Tu sais, moi, quand j'embarque avec une personne pour une planification d'entraînement comme Bob, ça veut dire c'est un athlète qui va probablement perdurer dans le temps, qui va faire chevaucher les saisons de compétition. Alors, c'est un développement que je fais avec Bob. C'est une relation qu'on va aller créer ensemble, puis
avec le retour qu'il va me donner, je vais être capable de déterminer est-ce que Bob a une entraînabilité faible, moyenne ou élevée. Puis à ça, bien, c'est là que prend tout son sens. T'sais. Quand vous êtes plusieurs à me le nommer en privé sur les réseaux sociaux, moi j'ai l'impression que mon coach fait juste du copier-coller. Bien, ça se peut qu'il fasse du copier-coller parce qu'il y a la possibilité sur Training Peaks de se créer, exemple, un entraînement de vélo, exemple de demi-Ironman ou Ironman sur 42 semaines ou 52 semaines. Puis là, dépendamment de quand Lucien va l'approcher, bien, si Lucien il l'a approché puis qu'il reste 38 semaines sur les 42 semaines ou les 52 semaines, bien, l'entraîneur va juste prendre Lucien, le mettre dans Training Peaks, puis là, il va lui donner finalement les 38 semaines qui restent à compléter à partir de la semaine 38 sur 52. S'il y a 42 semaines, il va partir à 42 semaines sur 52. S'il y a un an full, il va partir finalement la première semaine sur 52, 52e semaine. Puis là, il va simplement, son plan d'entraînement, il va cocher Lucien, puis à ce moment-là, il va être capable simplement d'aller cacher toute l'année d'entraînement, puis au fur et à mesure que les semaines avancent, pour finalement te donner l'impression qu'il te fait une planification par semaine, il va juste décocher de cacher l'entraînement. Fait qu'il va te décacher l'entraînement une semaine à la fois. Mais c'est un entraînement qui est zéro personnalisé. C'est un entraînement surtout qui ne prend aucunement en compte l'entraînabilité de la personne qui est majeure. OK? C'est majeur parce que, surtout chez les adultes là, qui ont 40 ans et plus, l'entraînabilité peut être très, 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 très variable. Puis même chez les jeunes, c'est très variable. J'entraîne des jeunes aussi. Donc, on ne prend pas en compte dans ces plans-là l'objectif par rapport au niveau. On ne prend pas nécessairement en compte au jour 1, qu'est-ce que tu as fait les 1 mois, 2 mois, 3 mois passés. On ne prend pas ça en compte non plus. Et l'entraînabilité non plus. Fait que ça, c'est super dangereux. Risque de blessure, risque d'épuisement, de fatigue, d'écœurantite. Tu sais, ne serait-ce que, exemple concret, mon frère a fait le Ironman en 2005 à Lévis, qui n'était pas la bannière Ironman, mais qui était la distance Ironman à Lévis. Puis, il était dans l'armée, il a été dépêché en Afghanistan, tout ça. Il n'a pas eu tant le temps de s'entraîner. Il est arrivé à Lévis, il a fait le Ironman, il l'a complété. Mais il n'en a plus jamais refait d'autres. T'sais. Fait que c'est ça l'objectif de faire du sport? Est-ce que c'est ça l'objectif d'avoir une planification d'entraînement qui est mal adaptée? Puis là, tu arrives, tu fais ton épreuve, puis tu t'écœures parce que tu ne l'as pas bien vécu, parce que tu as souffert tout le long, parce que c'était pas le fun. Ben non. On s'engage pour 40 semaines, 50 semaines, 30 semaines. On s'engage dans notre horaire, dans notre vie familiale, les enfants, la maison, le travail, etc. Ce qu'on veut, c'est bien vivre notre événement. On va avoir du plaisir, on va avoir du fun là-dedans. Mais surtout, guys, on veut incorporer le sport dans notre vie pour toujours. C'est ça l'objectif ultime. Puis, si tu as un athlète qui arrête de faire du sport suite à un entraînement qui était mal calibré de la part de l'entraîneur, bien là, on n'atteint pas l'objectif. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, j'ai une chaîne YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, donc sur l'Anticoach. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai déjà facilement une quinzaine d'épisodes de podcasts qui sont là-dessus, en plus d'autres capsules techniques. Je suis en tournage présentement, fait qu'il va y avoir plein de nouveaux contenus. Fait que n'hésitez pas à liker, partager, aller vous abonner, ça va m'aider à continuer. Moi, je fais ça pour vous donner de l'information de qualité. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop technique pour certains, j'espère que c'était assez technique pour les autres. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, guys!